Voilà, merci. Nous avons notre invité tel qu'annoncé, Daniel Mbao Soukissa. Bienvenue. Merci, cher Jean-David Kilolo. Homme d'église, représentant légal, professeur de droit constitutionnel, député national, rapporteur à la commission PAJ, secrétaire national en charge des matières juridiques. Donc, plusieurs casquettes. Vous êtes encore trop jeune, là. Bon, évidemment, je suis trop jeune. Voilà. Pas souvent, quand on parle des professeurs en RDC, ce sont des vieux papas. Là. Justement, nous sommes en train de changer des paradigmes. Mais dommage, c'est finalement à cause de ça que nous sommes l'objet de diverses attaques, parfois de mauvaise foi. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas voir des jeunes émerger. Alors, c'est la politique du crabe. Il faut les tirer vers les bas. Mais heureusement que nous sommes loin, puissamment par le Saint-Esprit. Nous restons cohérents, nous poursuivons notre marche. Et en plus, vous avez des gros titres, homme d'église, représentant légal. Représentant légal, là, c'est par filiation que vous aviez eu ça ou c'est par appel divin? C'est des fonctions divines. Personne ne peut s'attribuer ce que le ciel ne reconnaît pas. Vous avez hérité du père, de papa? Non, je suis né dans une famille fondamentalement chrétienne. Et j'ai grandi dans ces contextes-là. Mon père maouin, il m'a sacré comme pasteur. J'ai été élevé sous ses pieds. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Éternel a décidé que je sois représentant légal. Et j'assume. Voilà, ça c'est une digression. Donc, on ferme vite la parenthèse. La loi Tchani, qui continue à faire couler un cri salive au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que vous êtes rapporteur au niveau de la commission PAJ. Et quel est votre point de vue par rapport à cette loi qui continue à défrayer la chronique? Jean-David, je dois dire que ce texte a été déposé en bonne et due forme. Il a été, à mon avis, à ce stade ici, sauf erreur de ma part, été déclaré recevable au niveau du bureau d'études. Les bureaux de l'Assemblée nationale avaient décidé de pouvoir l'insérer dans les matières reprises sur le calendrier de la session. Évidemment, il appartiendra au bureau au moment opportun, s'il estime nécessaire, de pouvoir programmer cette matière dans le cadre d'un débat général. Là, maintenant, vous me posez la question de savoir quel est mon point de vue là-dessus. Laissez-moi vous dire que c'est trop hâtif pour deux raisons. La raison principale, c'est que je suis, vous l'avez noté, un des responsables de la commission de loi, la commission PAJ, la machine d'élaboration de l'Assemblée nationale, c'est la PAJ. Et donc, je ne peux pas de manière très hâtive donner mon point de vue sur une question qui n'est pas encore débattue en plénière. La deuxième raison, c'est que c'est une question très fondamentale et existentielle. C'est une question qui détermine l'avenir de la nation. C'est une question éminemment politique. Et donc, je ne peux pas à ce stade ici lever des options politiques alors que le groupe politique auquel j'appartiens n'a pas encore clairement décidé. L'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée, j'assume. Je suis du mouvement de libération du Congo. Je pense qu'au moment opportun, lorsqu'il s'agira d'élever une option, entre guillemets, si elle est levée, par principe de cohérence, je serai obligé de m'inscrire dans cette dynamique. Mais tout de suite, là, la question n'est pas à l'ordre du jour, parce que l'Union sacrée est très affûtée. La structure du présidium, telle qu'elle se présente aujourd'hui, permet à croire évidemment que l'Union sacrée, anticipativement, a déjà fait des avances assez exponentielles. Parce que vous êtes professeur de droit constitutionnel, vous défendez la Constitution. Le président Christophe Mbosso l'a dit que cette loi énervait la Constitution. Pourquoi, coûte que coûte, vous tenez à aligner cette loi? Bon, évidemment, ici n'est pas le cadre de revenir sur la problématique de la constitutionnalité de cette loi. Pour le simple fait qu'elle sera débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Mais évidemment, en Tunisie, par exemple, cette question a été déclarée constitutionnelle. L'article 89 de la Constitution tunisienne a prévu une incise dans ce sens-là. Allant même plus loin jusqu'à dire qu'il faut être né tunisien des pères et des mères, mais également des grands-parents maternels et paternels. C'est là même toute la problématique avec l'étudiant dans la vidéo qui circule de manière virale. La vidéo, attendez,
Jocelyn, vous pouvez nous balancer la vidéo et puis on va revenir. Alors, dis-moi, quelle est l'orientation mythologique et sotériologique que tu donnes à cette option que tu lèves par rapport à la problématique de la restriction de l'accès à la fonction présidentielle en droit politique congolais, essentiellement fondée sur la question de la nationalité. Quelle est l'orientation mythologique, stéréologique par rapport à l'orientation? Mais vous ne voyez pas que là, c'était surchargé encore l'étudiant. Bon, Monsieur Kilolo, je vais commencer à dissiper un malentendu. C'est de dire d'abord, de par les traditions académiques, un professeur n'est pas fondé à se justifier sur un plateau de télévision quant à une prise de position scientifique. Parce qu'un professeur reste maître de son domaine de savoir. Et que donc, si je tente de le faire, à la limite du possible sur votre plateau, parce qu'évidemment, j'ai un double statut. J'ai un statut de parlementaire, mais je suis également professeur d'université. Il y a une confusion simplement d'arène, d'ailleurs. Casquette, d'ailleurs. Alors, les gens ont cru que c'était une communication politique. C'est là où le débat a perdu tout son éclat. Ce n'était pas une communication politique, c'est une évaluation scientifique. Et cette évaluation scientifique s'inscrit dans un cadre précis. Nous sommes en droit public, précisément en droit constitutionnel. Et l'étudiant aborde des questions d'anthropologie juridique. Anthropologie. Juridique. Évidemment, je tente comme professeur de m'amuser dans les eaux profondes d'anthropologie juridique avec l'étudiant. Là, il y a la mythologie. Évidemment, la mythologie, je vais y revenir pour donner sens à ce concept-là. Et l'étudiant s'est brillamment défendu. Et la mention qui a sanctionné sa défense, c'était la mention la plus grande, la grande distinction. De l'étudiant. De l'étudiant. Donc, il n'y a pas de problème entre vous et l'étudiant. D'abord sur... Ce qui s'est raconté, il n'y a pas de problème entre vous et l'étudiant. Sur le principe, non. Non, pas du tout. L'étudiant d'ailleurs est très heureux de savoir que cette question lui posée est en train de circuler sur les réseaux sociaux alors qu'il s'est brillamment défendu. Oui, mais sur la vidéo, on ne voit pas l'étudiant, on voit les professeurs. De plus en plus vedettes. Non, ben, je ne suis pas un homme à buzz. À buzz? Non, je n'admire pas ça. Un professeur d'université, c'est quelqu'un de très réservé. C'est ce qu'on m'a appris. Parce que la science sépare l'humilité. L'humilité n'est pas un vice en science, mais c'est par contre une vertu. Et un professeur d'université ne s'explique pas. Mais les gens doivent retenir une chose, que le droit, tout comme la médecine ou d'autres sciences, c'est des sciences ésotériques. Ce qui veut dire que pour appréhender l'essence des concepts qui sont utilisés, il faut en avoir été initié. Et donc, la discussion qu'il y avait entre moi et l'étudiant, c'était une discussion des initiés. Tu peux te rendre compte que, en ce qui me concerne personnellement, quand mon père mourait, paix à son âme, de heureuse mémoire, je découvre une expression médicale alors que je suis professeur d'université sur un plateau technique. On me dit que ton père souffre d'une occlusion intestinale. Ça, c'est... Une expression comme ça, vous la coupez, vous la mettez hors contexte et peu de sens. Vous aurez l'impression comme si les médecins étaient en train de s'emplastronner, de se bomber les torses, de faire une démonstration technique. Qui d'autres personnes disent vous êtes en train de malmener vos étudiants avec des thèmes pareils. Non, sortons du rivage académique. Je vais t'expliquer que le langage juridique est un langage codé. Codé. Oui. Et le langage juridique dépend d'un auditoire à un autre. Je suis avocat. J'ai eu le mérite par la grâce de Dieu de gagner le concours d'éloquence et de plaidoirie des barreaux jumelés en 2013. Laisse-moi te dire que le langage du prétoire n'est pas le langage de la faculté. Il y a des expressions que nous utilisons à la faculté qu'on ne peut pas utiliser au prétoire. Il y a des expressions qui s'utilisent au prétoire mais qui sont peu hésitées à la faculté. La faculté, c'est la théorie, c'est la pensée pensante. Mais les barreaux, c'est la pratique judiciaire. Par exemple, si je veux solliciter une demande auprès d'un juge, je lui demanderai comme demanderait un avocat. Je ne demanderai pas en utilisant des concepts d'anthropologie.
Je vais donner un exemple, comme ça, pour te faire rire. Je suis avocat. Je suis à la première audience. La partie adverse sollicite coûte qui écoute l'application de l'article 27 de l'arrêté judiciaire, qui dit que les affaires sont appelées, jugées et même prononcées à l'audience déterminée à l'exploit introductif d'instance sauf remise pour juste motif. Alors cette disposition-là, si vous demandez l'application au juge, vous la demandez comme un positiviste. Vous restez dans le langage du prétoire. Mais lorsque vous voulez expliquer aux étudiants cette disposition-là, vous entrez dans les méta-juridiques, dans le méta-droit. Vous allez maintenant dans la dimension mythologique et sotériologique de la disposition. Qu'est-ce que le législateur veut garantir? Le législateur ne le dit pas clairement à l'article 27 lorsqu'il dit « sauf pour juste motif ». Si vous êtes très intelligent, que vous êtes brillant en anthropologie juridique, vous comprenez que le législateur ici est en train de protéger un droit constitutionnel, le droit de la défense. C'est un droit qui est circonscrit à l'article 19 de la Constitution. Ce droit-là n'apparaît pas clairement dans l'écriture de l'article 19, de l'article 27. Donc c'est cela. Donc le langage juridique est un langage codé. C'est un langage ésotérique. Il en requiert, et de toute évidence, une initiation. Et cette initiation commence en première année de graduat jusqu'en 5e année de graduat. Et un juriste qui ne maîtrise pas le langage usuel du droit n'en est pas un. Et c'est ça, donc ce langage-là, la mythologie, la stériologie. La sotériologie. Regardez déjà le problème avec les Congolais. Vous voyez, là, je vais m'expliquer maintenant sur ces concepts. Et tout ça, vous ne voyez pas que l'étudiant risque de s'embrouiller? Non, mais je veux qu'on sorte du rivage académique. Allez-y. Je vais vous expliquer. C'est quoi la dimension mythologique et sotériologique? C'est des concepts qui ont été utilisés à la faculté de droit il y a 30 ans, hors caméra. Il y a un grand qui s'est éteint, le professeur Kayemba Ntambambi-Langer, un des précurseurs de l'école anthropologique. Il en lisait même dans les défenses de mémoire. Le professeur Jacques Joly Essengekeli, un des grands maîtres d'anthropologie. Il en revient dessus abondamment. Le professeur Dieudonné Kalouba et j'en passe. En France, il y a des grands anthropologues comme les Camille Couillou qui reviennent sur ces concepts-là. Ces concepts justifient quoi? Ces concepts justifient l'existence des récits fondateurs qui livrent l'explication sur l'élaboration d'une disposition légale. Parce que la loi ne tombe pas des nues. La loi résulte d'une discussion préalable. Cette discussion, elle est sociétale. Cette discussion est fondée sur des valeurs, sur des mythes. Ce n'est pas les mythes de l'Antiquité. Les mythes, ce sont des croyances, des valeurs, des imaginations. C'est la fiction maîtresse qui précède la loi. Oui. Attendez, il y a un auteur intelligent, Pierre Legendre, qui dit que le droit tel que vous le voyez là, en général, et le droit constitutionnel comme science de l'obéissance et du pouvoir est fondé essentiellement sur des mythes, sur des croyances, sur des récits. Tu sais pourquoi le droit souffre d'une difficulté d'être au Congo? Parce que nous avons transposé la texture sans transposer l'esprit des textes. La dimension mythologique et sotériologique est dans l'esprit du texte. C'est une orientation. On n'élabore pas une loi parce qu'on veut l'élaborer. Quelle est la valeur sociétale que vous protégez? La sotériologie, lorsque vous lisez dans les dictionnaires courants, renvoie au salut, à une vision du monde. Quelle est votre vision du monde? Vous voulez restreindre, par exemple, l'accès à la fonction présidentielle. Vous partagez quelle valeur sur la question? En Tunisie, l'article 89 est fondé sur une dimension mythologique et sotériologique. C'est quoi? C'est l'identité du peuple tunisien. Donc, l'article 89 participe à la préservation de l'identité du peuple tunisien, fondée essentiellement sur la charia musulmane. Nos lois sont dénudées
Nos lois. Oui, les lois sont de simples corpus qui n'ont pas de mythes. Les mythes donnent le souffle, l'essence à une disposition normative. Et même dans la Bible, on dit au commencement était la parole. C'est cette parole-là, dans la théogonie, ça s'appelle la théogonie, qui constitue le mythe de la création. Alors maintenant, aujourd'hui, puisque vous aviez évoqué, vous avez parlé de la Tunisie, et maintenant pour la RDC, cette loi, elle est aussi mythologique ou sotériologique? Non, ma question c'était de savoir, on est dans les régions anthropologiques. Toi, tu proposes la restriction d'accès. Tu dois avoir une motivation. Et cette motivation doit dégager un salut sotériologique pour le peuple congolais. Et cette motivation et cette orientation doit avoir des mythes. Et les mythes, c'est quoi? Les valeurs. L'arrière-fond. Quelle est la valeur? L'idée de droit qui est poursuivie. Est-ce l'exclusion d'un individu? C'est ça le mythe. Vous croyez à la démocratie de l'exclusion? Ou votre mythe, c'est la protection de la souveraineté nationale contre l'intrusion des tiers de mauvaise foi? Le mythe peut paraître l'idée de la protection de la République contre l'infiltration. On ne modifie pas une loi parce qu'on veut modifier. On modifie une loi parce qu'on veut contextualiser une situation. Parce qu'il y a une intelligence derrière. Voilà, cette intelligence de la loi, c'est ce qu'on appelle dimension mythologique et sotériologique. Sotériologique, pourquoi? Parce qu'elle va avoir une incidence sur le quotidien du peuple. Et sotériologique, une incidence sur le salut. Le salut du peuple. Les gens ne lisent pas. Les Congolais ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Tu peux t'imaginer, mais c'est quand même écœurant qu'un mécanicien. Mais vous utilisez trop les mots, des mots savants sur des plateaux de télévision. Non, ça dépend d'une arène à une autre. Là, tu me poses des questions qui touchent à la science constitutionnelle. J'ai été plébiscité meilleur député de la législature. Beaucoup ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que vous, les journalistes, Télé 50 assez compris, vous avez estimé que j'avais des belles interventions. Si je n'avais pas des interventions qui étaient compréhensibles, vous n'avez pas voté le peuple congolais. Vous avez voté pour moi parce que vous avez estimé que je parle bien. Je défends bien la jeunesse, je défends l'intelligentsia. Maintenant, les détracteurs au Congo, surtout en période électorale, lorsqu'ils veulent vous avoir, vous descendre et vous créent des clichés. C'est ça les Congolais. Alors qu'ailleurs, on protège, on préserve l'intelligence. Mon âme ici, tu vois, pendant qu'on y est grosse de beaucoup de concepts. Mais parce que ceux qui me suivent ne sont pas suffisamment préparés. Alors, parce que j'ai bien conscience que le niveau de l'enseignement est tout bas. À RDC. C'est vrai, le président de la République l'a dit. Et donc, j'ai mis des réserves pour dire certaines choses qui ne peuvent être dites que dans le monde des initiés. Vous savez, dans le droit, il y a une espèce de liturgie. Même moi, avant d'être pasteur, mon père m'a appris le langage pastoral. Quand je suis à l'église, il y a des vérités que je déclare que je ne peux pas déclarer à l'université. Par exemple, la vérité relative à la mort et à la résurrection du Christ. Le salut, la dimension sotériologique qu'il y a là. Je ne peux pas l'expliquer comme ça à l'université. Quand je suis devant un juge et que je trouve qu'un exploit est irrégulier, je ne lui dis pas, monsieur le président, il y a de la sotériologie dans l'exploit. Non. Ou de la mythologie. Non. Je suis parmi les meilleurs plaideurs dans cette République, à mon âge. Ça, je le dis avec beaucoup plus d'humilité. Je dirais au juge simplement, monsieur le président, votre tribunal ne peut pas être saisi à l'audience de ce jour au motif pris que l'exploit qui gît dans votre dossier renferme des irrégularités. Et par conséquent, plaise à votre auguste tribunal de renvoyer l'affaire à une date certaine afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser la procédure. Ça, c'est le langage du prétoire. Mais c'est aussi ésotérique. 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 Un menuisier ne peut pas articuler ce que je viens de dire. Pour preuve, quand vous allez au tribunal, suivant vos affaires, parfois vous ne comprenez rien. Ce que je vis, c'est la méchanceté et la cruauté des Congolais. Je suis sur une arène précise, une arène scientifique, académique, où on parle concept.
Les Congolais veulent que vous vous rabaissiez dans leur langage. Au lieu de parler de sotériologie, parler du salut, par exemple. Mythologie, parler question d'être beaucoup plus proche. Non, Camille Couillou est français. Il dit sotériologie aux étudiants français, ils comprennent. Mais quand Yvan Castano prêche, il dit salut. C'est pas la même expression. Je suis à l'église, je dis que le salut est en Christ. Je suis à l'université, j'invite les étudiants à explorer la dimension sotériologique. En fait, c'est ça la magie du droit. Sinon, le droit perd sa vertu sacrée. Et tous les grands professeurs me suivent, le savent. Et beaucoup m'ont appelé pour m'appuyer. Et ce matin, j'ai changé même avec le professeur Seguiobe Bigira, que je salue à passant. Un des grands pionniers de l'école anthropologique, la faculté de droit, dit, prof, la question était pourtant très abordable. Tu sais que les Congolais aiment créer des buzz pour créer des buzz. Hein? Ils coupent une capsule, ils sortent la capsule de son contexte et ils en partagent. Et par exemple, ta conception, là, ta notion que j'aime bien, la polycentricité de la normogénèse. Tu sais que je suis en train d'écrire un article là-dessus. Un grand professeur comme c'est Guillaume. La polycentricité de la normogénèse. C'est une réflexion anthropologique. On me pose une question, je parle droit. Mais maintenant, quelqu'un veut, il coupe polycentricité, il sort le concept de son contexte. Mais vous ne voyez pas que là, c'est trop long. Polycentricité de la normogénèse. Il faut admirer l'art et l'artiste. En fait, c'est des choses comme ça qui permettent à certains États de construire la nation, d'inventer des paradigmes. La science n'évolue pas ici parce que nous ne sommes pas réceptifs. Ce terme a été utilisé en 1951. Je suis très étonné. Canonisé depuis 1951 par Michael Polanyi dans un ouvrage connu, Logique et Liberté, en 1951, en France. Et je parle sous le contrôle du professeur Godin Boy. C'est parmi les rares politiciens intelligents. Il sait que ce concept de polycentricité d'abord a été transposé dans une grande école de pensée économique, l'école de Bloomington. C'est une école de pensée économique qui fonde sa réflexion sur l'économie publique, qui transpose ces concepts-là. Mais Camille Couillou, il transpose ce concept en anthropologie juridique pour expliquer la conséquence ou même la cause de l'inefficacité de la norme juridique en Afrique postcoloniale. Pourquoi la norme ne s'applique pas? Il dit généralement parce que la norme souffre d'une polycentricité, d'un normogénèse, ou parce que les acteurs... C'est quoi d'abord la polycentricité? La polycentricité de la normogénèse, c'est lorsque une norme juridique souffre d'une pluralité de perceptions fondées sur des raisons mythologiques incompris et contradictoires. Comme la congolité. Comme la congolité. Les uns voient la congolité l'idée de la préservation de l'identité nationale. D'autres voient de la congolité l'exclusion. Mais la norme est là dans l'article 10. La perception polycentrique. Tenez, pour faire parfois rire à mes étudiants, j'ai toujours répété cette histoire. L'article 69 de la Constitution. Parfois, beaucoup de gens souffrant de la polycentricité, c'est la question qu'on m'avait posée. Ils vont encore couper. Mais ne coupez pas, chers compatriotes, suivez jusqu'au bout, parce que vous coupez seulement les concepts. J'ai expliqué pour dire, l'article 69 dit ceci, que le président de la République est quoi? Le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. On est dans un contexte où, la question quand elle m'a été posée, on est dans un contexte où la Mouka conteste le président de la République, au motif que le président n'aurait pas gagné les élections, alors que le président avait gagné les élections. On dit qu'il n'avait pas gagné les élections. Et il ne croit pas en lui. Certains qui passent sur vos plateaux l'appellent M. Chilombo. Ils n'ont jamais appelé le président de la République. On me demande 3 spécialistes. Quelle est ton approche? Mon approche, c'est que je ne souffre pas de la polycentricité de la normogénèse. Lorsque j'ai lu l'article 69, je la vois telle qu'elle a été écrite par le constituant. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il est chef de l'État. Mais pour un Congolais, par exemple, de Fadenhouse, le président de la République est détenteur précaire du pouvoir de Martin Fayoulou. Entre guillemets, on parle science, on ne parle pas politique, pas de polémique. Mais vous posez la même question à un Congolais de la 10e rue. La polycentricité va le pousser à aller même plus loin.
Il ne dira même pas que le président est président conformément à l'article 69, il appelle carrément Moukish. C'est-à-dire un revenant, un esprit. Il le voit au-dessus même de la nation, du président de la République. C'est-à-dire que des regards sont pluriels, mais sur un objet unique, qui est la norme de droit. Et c'est quand même écœurant que ce concept créé en 1951, qui est repris dans les dictionnaires juridiques anthropologiques, qu'en plein 21e siècle, qu'il y ait encore des Congolais, faute de recherche, Qui ne veulent pas lire. qui ne veulent pas lire, qui se mettent à en douter la teneur. Vous savez, c'est dangereux pour la République lorsqu'on veut décourager la recherche. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça... Le Japon n'a pas une richesse minérale assez dense. Le Japon a un sous-sol pauvre. Mais il a réussi à se développer par l'intelligence, le know-how, le background. L'Allemagne, malgré la constitution imposée par les puissants, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait jamais décidé au départ sur sa constitution. Est-ce que même quand Mais vous, grâce à l'intelligence, quand vous composez ils ont vos réussi. examens à l'université, il y a toujours des termes pareils, des termes polycentricité. Non, mais l'examen, je le compose. Je ne le compose pas l'examen pour gens qui le louent. Là, pour les étudiants. L'examen est composé pour des experts, des futurs experts en anthropologie, en droit constitutionnel, qui veulent devenir comme moi. Nous devons avoir les mêmes fondamentaux. Nous, ce que nous faisons, c'est la science du droit. Nous ne faisons pas le droit. Parce qu'il y a une différence entre le droit et la science juridique. Nous analysons le droit avec hauteur. Nous critiquons, nous objectivons le droit. Nous proposons de nouvelles présuppositions. Il faut donner un sens au droit congolais. Il faut le repenser. On le repense en le critiquant. On le repense en cherchant des ressorts mythologiques et sotériologiques. Nous avons des textes qui souffrent d'une application, faute de mythes. Je vais donner une disposition du Code de la famille qui est tout le temps violée. Je suis dans le Code de la famille, il y a une disposition qui prescrit ou qui établit les principes du mariage monogamique. Les gens ne savent pas que la dimension mythologique et sotériologique de cette disposition-là, n'est-ce pas, est fondée sur la conception judéo-chrétienne du droit. La monogamie vient de l'Israël. Et l'Europe occidentale a transposé ça. Et ils croient en cette valeur monogamique. Mais alors que nous, dans notre ethos, nous vivons la polygamie. Comment nous vivons la polygamie? Ça veut dire que depuis des lustres, la polygamie dans certaines tribus était considérée comme une expression de richesse. Ne pouvaient être polygames que des gens puissants. Et beaucoup de nos compatriotes sont nés de la polygamie. Maintenant, ils trouvent une loi transposée de la France qui a des ressorts mythologiques judéo-chrétiens. Et ils veulent l'appliquer comme en France. Ça produit des effets pervers. C'est comme ça, chaque soir, vous regardez dans les débits des boissons, des gens vivent dans une polygamie qui ne dit pas son nom. Dans des polygamies mesquines, avec des petites filles, sans officialiser ces polygamies. Parce que la dimension mythologique n'est pas intégrée. La valeur, ils ne savent pas quelle est la valeur que le législateur poursuit. Quelle est l'idée de droit qui est poursuivie. Tu sais pourquoi la République démocratique du Congo est par terre? C'est parce que Lumumba et Kasavubu n'avaient pas intégré la dimension sotériologique et mythologique. Lumumba décide de révoquer Kasavubu sur la base des articles 12 et 13. Kasavubu décide de révoquer Lumumba sur la base de l'article 22, qui disait d'une angélique simplicité que le président nomme et révoque le Premier ministre, sans savoir que derrière cette disposition, il y avait une vision du monde. Le président de la République ne pouvait pas se comporter comme un monarque héréditaire, parce que dans un régime parlementaire, la dimension mythologique, c'est que on peut se détacher de son Premier ministre que à la suite d'une motion de censure ou par sa propre démission. Alors maintenant, aujourd'hui, le contexte s'y prête. Parler de cette loi sur la congolité. Non,
Je l'ai dit tout en liminaire que je n'ai pas reçu mandat. Oui, mais là, ça c'est en tant que vous, personnellement. Non, je veux répondre à cette question sur un plateau académique. Ne confondons pas les arènes. Oui, mais il y a ceux qui nous suivent, ce sont des académiques, il y a des politiques, il y a plusieurs tendances qui nous suivent. J'ai le droit. Et beaucoup de gens j'ai le droit de donner un avis sur le plan académique. Allez-y sur le plan académique. Mais la difficulté, c'est quoi? Ma position académique risque d'influencer ma posture politique. Parce que politiquement, mon groupe n'a pas encore levé une option. Mais j'ai une opinion qui est tout à fait scientifique sur la question. Je ne m'en dévoile pas tout de suite. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des académiques qui vous suivent, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être enseignés par vous, mais ils voudraient, ce soir, prenez votre mal à patience. Que vous donniez votre position par rapport à cette loi qui défraie la chronique. Si je donne ma position aujourd'hui, on dira voici la position du MLC sur la congolité. Et c'est trop risqué. J'ai un point de vue. Et d'ailleurs, j'ai donné mon point de vue à l'occasion de ces défenses de mémoire. J'ai donné mon point de vue sur cette question toute liberté. Et vous avez parlé de la Tunisie. La Tunisie, c'est dans un contexte de charia. Et la RDC... Et la charia, là, c'est quoi? C'est quelle dimension? La dimension mythologique. Et quoi? Sotériologique. C'est exact. Tu commences à comprendre les choses. C'est-à-dire que même la constitution du 18 février 2006, il y a une dimension mythologique. Quel est le mythe? L'état des droits, la démocratie, mais également l'équilibre entre pouvoirs. À chaque fois que nous interprétons la Constitution, si nous n'avons pas ces principes mythologiques et sotériologiques en tête, on va mal appliquer la Constitution. Tu sais pourquoi on applique mal? Parfois, on reconnaît au chef de l'État des pouvoirs, ça je dis comme scientifique, qu'il n'a pas d'un point de vue réglementaire. C'est des pouvoirs du Premier ministre. Parce que le Premier ministre est détenteur du pouvoir réglementaire général. Pourquoi le Constituant a pensé à cela? Parce que le Constituant n'a pas voulu, c'est ça le mythe, que la République démocratique du Congo puisse avoir un président de la République tout puissant comme ce fut à la Deuxième République. Et c'est le cas même pour... Qui risque de faire, oui, un président qui peut faire basculer la République dans une dictature. C'est comme ça la Constitution a limité le pouvoir. Alors, nous ne voyons pas, le mythe est dans la dimension invisible. Le mythe n'apparaît pas dans l'écriture du texte, mais dans l'esprit du texte. Montesquieu a pris 20 ans et plus pour comprendre l'esprit des normes. Il dit dans son ouvrage, L'esprit de loi, qu'au sortir du collège, on mit entre mes mains les livres de droit et j'en cherchais l'esprit. Montesquieu, tout savant, il cherchait les mythes. Et la France est construite sur la base des mythes. Et même la construction architecturale de la France, vous sentez qu'il y a du mythe. Vous avez été déjà en France? Regardez les bâtiments à Paris. Vous avez l'impression comme si Paris est construit sur du marbre. Il y a des valeurs, des croyances qui sont derrière cette architecture. Mais venez au Congo, vous allez voir des maisons sont superposées les unes sur les autres. Alors maintenant, il n'y a pas d'intelligence architecturale. Le contexte de la RDC, c'est quel contexte? Parce que vous avez parlé de la Tunisie, vous avez parlé un contexte... Je sens que tu as l'impression, tu m'as dit en m'appelant, que tu voudrais qu'on puisse faire un débat scientifique. Ah, allez-y. Mais tu m'amènes dans les rivages d'après, c'est toute ma difficulté. Non, ça c'est un débat scientifique. Donc à chaque fois, parce que à chaque fois quand j'engage ma discussion avec mes étudiants, parce qu'ils m'aiment beaucoup, quand je parle, ils acclament. Tellement qu'ils m'aiment trop, ils me mettent sur des statuts. Après des défenses, après des interventions académiques. Et vous devenez de plus en plus célèbre. Et les Congolais de mauvaise foi qui ne comprennent pas, c'est que pourtant les étudiants aiment. Ils se mettent à commenter dans tous les sens. Regarde, il y a des expressions que, je vais revenir sur les expressions, que nous utilisons, que vous pouvez chercher dans les dictionnaires ordinaires, vous ne verrez pas. Quand je dis la conception prélotienne du droit constitutionnel. Conception prélotienne. Prélotienne. Vous lisez la thèse du professeur Kalouba, vous trouvez cette expression. Dans son langage, vous trouvez cette expression. Mais un caméraman, par exemple, un compatriote caméraman, il penserait que c'est de la magie. Mais un étudiant de deuxième licence qui est évalué dans un jury, quand je lui dis, différencie-moi la conception prélotienne de l'État à la conception digicienne de l'État. Vous allez crier dans les réseaux sociaux.
Mais l'étudiant comprend, il va dire, oh, le prof veut me dire, il veut poser la question de savoir quelle est la conception du pouvoir par rapport à Marcel Prélot. Prélot pense ici que le pouvoir, en fait, les droits constitutionnels, c'est un ensemble de règles qui organisent les mécanismes sur base desquels le pouvoir s'établit, s'exerce et se transmet. Dimension triptyque. Établissement, exercice, transmission. C'est ça la conception prélotienne. Digicienne, c'est celui qui comprend maintenant le pouvoir. Digui. Très bien, tu es très cultivé. J'ai fait les droits, là, vous avez fait pas. Ah, tu as fait les droits. Tu comprends, c'est des grands maîtres qui ont construit l'État français par des théories. Tu sais que les Congolais, des gens comme des Diguites, ils ont construit l'État français par des théories. Aujourd'hui, l'école de Bordeaux, tous les clats qu'il y a dans cette école, c'est grâce à Diguites. Aujourd'hui, si la France est devenue la France du service public, c'est grâce à Diguites. Il ne définit pas l'État comme vous pouvez définir. Comme quiconque peut définir l'État comme le pouvoir politique institutionnalisé. Non. Lui dit l'État, c'est une systémique stratifiée et coordonnée des services publics. Ça veut dire quoi? C'est de l'intelligence. La France accepte ça. La France expérimente ça. Et la France est devenue un État des services publics. Pour des guides, l'État n'existe pas. Il n'existe qu'un ensemble coordonné et hiérarchisé des services publics. Donc s'il n'y a pas de services publics, la SNEL, la Régie des eaux, il n'y a pas d'État, d'après des guides. L'État, ce n'est pas Mbao, ce n'est pas le Parlement. L'État, c'est les services publics. L'État, ce sont les besoins fondamentaux de base. Alors, vous posez, quand je pose cette question, dites-moi quelle est la conception digicienne. Est-ce que vous pensez que combien de menteurs qui sont sur les nets sont-ils en mesure de comprendre ce que c'est? Et devant le président Mbosso à l'Assemblée nationale, je ne peux pas dire ça. Président Mbosso, j'aborde cette question sous la conception digicienne. Non. Parce que personne dans la salle ne me comprendra. Je peux aborder la question en disant, je l'aborde sous la conception ou suivant une orientation d'intérêt général. Et toi, tu me comprends. C'est comme ça que j'ai été plébiscité meilleur parlementaire. Et quand je suis devant un juge, j'ai un autre langage. Acceptez-nous comme ça. Acceptez-nous comme ça. Et nos concepts ne sont pas ramassés, comme certains le pensent. C'est un manque criant d'intelligence. Les Français qui lisent s'en moquent. Les Ivoiriens, il y a un professeur ivoirien que je connais qui m'a écrit, il s'en moque. Il dit, votre pays a un problème de niveau intellectuel. La question de la polycentricité qui est abordée ici à l'université, par même des étudiants moyens, au Congo, c'est un mot savant. La RDC, c'est que c'est un État où on est habitué à parler nos dialectes, nos langues, et certains mots savants risquent certainement un peu de désorienter certains. Mais l'intention, papa, ce n'est pas de désorienter lorsqu'on parle à un public savant. Et éviter de prendre nos propos tenus à l'université ramenés en politique. Ou prendre nos propos, on ne vous a pas dit que certains professeurs ont difficile à assumer leurs propos académiques au Parlement. Parce que c'est un autre contexte. Quand ils reviennent à l'auditoire, on leur pose des questions. Mais prof, qu'avez-vous dit là-bas? Il dit, suivez ce que je vous ai enseigné. Ne suivez pas ce que j'ai dit là-bas. Là, c'est la politique. C'est un autre langage. Alors, qu'est-ce qui a justifié, parce que nous parlons de la congolité, en 2011, cette loi a été écartée. En 2023, il est revenu avec force. J'ai l'impression que tu es en train de m'amener dans un débat politique. Je suis prêt à débattre sur la congolité. Allez-y. Pas aujourd'hui. C'est une question piège. Question piège. Piège. Mon groupe politique n'a pas encore levé d'option. Et je vais m'expliquer à l'Assemblée nationale sur la congolité. Et j'ai un point de vue. Je ne dis pas que je suis d'accord ou je suis contre. J'ai un point de vue sur la congolité. Mais je voudrais que le Congolais prenne l'air mal à la patience. Le temps arrivera où on parlera congolité. Et quand le bureau de l'Assemblée nationale décidera évidemment de programmer cette question en plénière. Et en plénière, il n'y a pas de tabou. Vous donnez ma position aujourd'hui, c'est être juge et parti. Je suis rapporteur de la commission PAJ. Si je vous dis que je suis contre ces textes-là, ça présage déjà un mauvais virage à venir dans ma commission. Et si je dis que je suis pour, ça présage aussi un autre virage dangereux. Donc je préfère à ce stade ici me réserver parce qu'il y a une question éminemment politique.
La question, tu as posé une question intéressante en disant, mais elle était là, on ne l'a pas traitée, elle est revenue. Parce que la politique a décidé qu'elle revienne. Mais si la politique décide qu'elle s'arrête là, elle s'arrêtera. Mais si la politique veut la programmer, elle la programmera. Donc tout est fonction de la politique. Évidemment. Ici, nous parlons science. La politique n'a rien à voir avec la science. Vous m'avez invité justement pour expliquer certains concepts savants, pour expliquer l'attitude que j'ai eu à afficher vis-à-vis du récipiendaire. Une attitude d'ailleurs qui est très saluée dans le monde scientifique, une attitude qui va à la rigueur de l'université Kinshasa. L'université Kinshasa évalue avec sérieux. L'évaluation n'est pas folklorique. Alors, pour terminer, professeur, quelles sont les relations avec l'étudiant en question? Des bonnes relations? Non. Il n'y a pas de coup bas pour régler les étudiants avec de telles questions? C'est des réseaux sociaux. Je dis que par la tradition académique, je ne suis pas moi obligé à discuter sur certaines approches théoriques. Je le fais parce que je suis politique, parce que la question a pris des rivages politiques. Mais du reste, l'étudiant et moi n'avons aucun souci. Pour preuve, je l'ai dit dans mes écrits, l'étudiant a obtenu la mention grande distinction. J'étais satisfait de sa défense. On était dans une espèce d'envolée oratoire. Il a donné une bonne réponse, il a donné une deuxième bonne réponse, et nous avons été tous pris des transes. Et moi, et l'étudiant, et les collègues qui étaient à côté. Et je me pose la question, pourquoi les gens n'ont pas restitué l'intervention du collègue, qui était encore beaucoup plus technique que mon intervention? J'ai compris une chose, parce que c'est Mbao. Il y a des choses qui se règlent aussi par l'onction divine. Parce que j'ai l'huile. Les gens l'ont coupé de cette partie. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Voilà. Merci à vous, Daniel Mbaoussou Kissa, homme d'église, représentant légal, professeur de droit constitutionnel, député national, rapporteur à la commission PAJ, secrétaire national en charge des questions juridiques au niveau du MLC. C'est lui que nous avions reçu ce soir. Ma question, est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai détaillé? Effectivement, pas moi, et il y a les téléspectateurs qui non, mais si vous avez compris, j'ai senti que vous avez participé à l'animation du débat. C'est-à-dire que le langage était clair, c'est pertinent, sauf mauvaise foi. Effectivement. Donc vous aviez certainement apporté plus de précision, et aussi par rapport à la congolité, pour vous, c'est précipité, créatif. Il faut encore attendre que votre groupe parlementaire puisse se prononcer, que l'Union sacrée se prononce aussi. Merci. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé50 tout à l'heure. La grande édition de Bédrine Kienge. Restez branchés sur Télé50.